9%, on va commenter tout cela évidemment avec nos invités en plateau pour nous accompagner pour cette première demi-heure. Franklin Pichard, directeur général de Kipling Finance. Franklin, bonjour. Bonjour Grégoire. On est en duplex avec Antoine depuis Euronext, la Bourse de Paris, comme chaque après-midi, et Grégory Volokin qu'on retrouve à New York, le président de Mescard Financial Services. Bonjour Grégory. Bonjour Grégoire. Les premiers commentaires évidemment sur ce chiffre de croissance qui était très attendu, plus 2,9% en rythme trimestriel annualisé aux États-Unis. On n'avait pas vu ça depuis 2 ans maintenant. Évidemment, il faut aller regarder un petit peu dans le détail et dans les bas de page pour analyser cette croissance. Qu'est-ce que vous en retenez, Grégory ? Alors évidemment, comme vous le dites, le chiffre semble absolument excellent. On ne peut pas dire qu'il soit mauvais. C'est les détails qui vont nous révéler un peu pourquoi cette croissance a soudainement accéléré, je dirais, sur le 3e trimestre. Et en fait, c'est assez simple de voir que la moitié de ce chiffre sont dus à 2 facteurs qui vont être peut-être difficilement répétables. Un facteur, c'est assez étonnant, mais c'est l'explosion des ventes de soja en direction de la Chine, tout simplement parce que la récolte en Amérique latine a été particulièrement compromise à cause des inondations. Donc il y a eu vraiment là des exportations extrêmement importantes de soja en direction de la Chine, qui représentent pratiquement 0,9% d'ajout au produit national brut. Et l'autre explication, c'est une grosse reconstitution des inventaires. Ça rajoute aussi de la croissance, c'est clair, mais vous savez toujours que construire des inventaires aujourd'hui, c'est soustraire de la croissance demain. Donc je dirais c'est un bon chiffre à cause d'éléments exceptionnels. Il va être appelé à être revu 2 fois et en général il est beaucoup revu, mais de toute façon il faut le prendre tel qu'il est. La croissance au 3e trimestre a été en fait supérieure au mois précédent et c'est ça quand même la bonne nouvelle. Bon, et d'ailleurs le marché regarde un petit peu les éléments ponctuels que vous avez décrits, Grégory. Il n'y a pas de réaction particulière, que ce soit sur le dollar, sur les marchés de taux, il n'y a pas d'emballement sur ce chiffre de croissance. Non, parce qu'en fait, la seule question que le marché pourrait se poser, c'est est-ce que ce chiffre va donner une indication quelconque à la Réserve fédérale par rapport à ses projets ou ses envies de monter les taux. Difficile de dire oui, difficile de dire non. Je pense que c'est un chiffre relativement neutre. La consommation se tient bien. Elle avait été très forte au 2e trimestre, un peu moins forte sur ce trimestre. Les salaires horaires progressent. On est à 2,2% de croissance des salaires. L'indice des prix à 1,6 alors qu'on était à 1,5. Donc c'est des chiffres qui sont un peu mieux, mais pas suffisamment pour donner une certitude quelconque et surtout pour faire pencher la balance dans un sens ou dans un autre pour une action de la Fed au mois de décembre qui a l'air de toute façon être déjà dans les cartes. Oui, effectivement, ça reste toujours bien intégré par le marché. Franklin, un commentaire, c'est vrai que c'est toujours dur de lire cette économie américaine, on le voit d'un trimestre sur l'autre, on peut avoir des bonnes nouvelles, des nouvelles un peu moins bonnes, on a l'impression que c'est un parcours un peu en dents de scie, et du coup même si on attend une hausse de taux de la Fed en décembre, on va dire que le reste du chemin de la normalisation de la politique monétaire des États-Unis reste là aussi compliqué à décrire. Oui, compliqué et chaotique. Mais c'est vrai qu'avant même d'avoir ce chiffre, le consensus, comme vous l'écriviez à l'instant, s'établissait autour de 2,5. On est à 2,9. Et quand on était sur ce consensus de 2,5, je serais peut-être un peu plus joueur que Grégory Volokin. Le consensus s'attend à une hausse des taux dès le mois de décembre à hauteur de 75% des intervenants. Donc on sent que là, vraiment, les intervenants ont pris leur décision et ont choisi leur camp. Donc c'est quand même un chiffre qui milite quand même en faveur d'un resserrement, d'une hausse des taux par la Fed au mois de décembre. Et d'une certaine manière, parce que le marché s'y est préparé, d'une certaine manière, la Fed est quasi obligée d'agir à ce stade. On verra ce qui se passe d'ici le mois de décembre. Hein, oui, à ce stade, ça va. Ils vont être un peu prisonniers de cette situation de marché, je pense. Oui. Bon, voilà pour ce chiffre de croissance américaine. Antoine, on vous retrouve à la Bourse de Paris, chez Euronext. Nous, on avait ce matin la croissance française. Je rappelle le chiffre au cas où vous auriez raté cette publication, plus 0,2%. Donc c'est un chiffre qui émoustille peut-être un peu moins les marchés, les investisseurs. Et puis on a encore beaucoup de résultats d'entreprise, surtout Antoine.
C'est ça qui fait le marché, c'est ça qui est le principal catalyseur de la hausse, puisque la place de Paris est la seule en hausse en Europe. On gagne 0,16% en ce moment, alors qu'on a un indice Euronext 100 qui calcule l'ensemble des grosses pondérations de la bourse pan-européenne, qui lui est en repli de 0,3%. Mais les principaux artisans de cette hausse à Paris, ce sont des entreprises qui ont publié, et en particulier Sanofi, qui est la plus grosse pondération de l'indice et qui véritablement tire l'indice vers le haut. Sanofi qui gagne 5,95%. À noter un autre gros contributeur à cette hausse, c'est Saint-Gobain qui a aussi publié ses trimestriels et qui sont bons. Le titre prend 5,2%. Sinon, parmi les secteurs qui sont vraiment choyés du côté de la Bourse de Paris, à noter Alten dans le conseil qui gagne 9,3%. On a également les opérateurs satellites qui ont tous publié entre hier soir et ce matin, que ce soit Eutelsat et que ce soit SES. On a Eutelsat qui gagne 9%, plus 6,38 pour SES. Et puis des cas un petit peu particuliers, notamment BNP Paribas qui a fait une bonne publication ce matin, mais qui est saluée par une baisse plutôt, moins 0,3% pour le titre. Pareil pour Total d'ailleurs, qui perd 1,27%. Et puis on a aussi des nouvelles franchement mauvaises et qu'il reste. Gemalto qui perd 9,14% avec un abaissement drastique des prévisions quand même. Et puis Imerys qui perd 5,07%. Mais le CAC reste en hausse, plus 0,16% à 4540 points. Grégoire. Merci beaucoup Antoine, on vous retrouve tout à l'heure pour faire un point sur cette séance à la Bourse de Paris et sur les marchés européens. On parlait de quelques déceptions, vous citiez Gemalto, mais il y en a une très lourde également du côté de Novo Nordisk, côté à Copenhague, spécialiste des traitements du diabète, et c'est d'ailleurs la deuxième fois cette année que le groupe abaisse assez fortement ses prévisions de long terme. Le titre chute très lourdement à moins 15% quasiment, c'est une des plus fortes baisses dans les grands indices européens cet après-midi. Et puis aux États-Unis, on suivra les réactions de marché après la publication d'Amazon hier soir. Le marché semble un peu déçu par la publication d'Amazon. En revanche, ça se passe bien du côté de Google, Alphabet, avec une croissance de plus de 20% des ventes sur le trimestre écoulé. Et puis on a eu la publication d'ExxonMobil et de Chevron également dans le secteur pétrolier. Des publications a priori supérieures aux attentes. Voilà pour les données de marché cet après-midi. Franklin Pichard, on vous retrouve, directeur général de Kipling, titre recul de quasiment 15% à Copenhague. Grégory Volokin, je me tourne vers vous à nouveau du côté de New York, président de Mescard Financial Services. Il faut qu'on raconte à nouveau l'histoire de cette croissance américaine au troisième trimestre. Il y a une histoire particulière autour du soja, Grégory. Oui, alors à première vue, les chiffres sont excellents. À deuxième vue, ils sont quand même bons. Il ne faut pas non plus peindre le loup où il n'est pas. Mais par contre, si on regarde un tout petit peu les détails, c'est comme vous le dites, deux postes assez importants dans le produit national brut qui ont explosé à la hausse. L'un étant les exportations américaines de soja en direction de la Chine. Vous allez me demander pourquoi. La réponse est relativement simple. Ça fait des années que la Chine ne produit plus assez de soja pour le transformer en huile, pour le transformer en alimentation pour leurs animaux et pour le manger lui-même. Donc ils se tournent vers l'importation et il y avait un important partenaire commercial pour la Chine, c'est l'Amérique du Sud. Il y a eu des inondations catastrophiques dans plusieurs pays d'Amérique du Sud qui ont pratiquement détruit la récolte de soja sur le dernier trimestre et les Chinois se sont retournés vers les États-Unis. Donc il y a eu une explosion à la fois du cours du soja et des exportations vers la Chine du soja. Ça a l'air de rien quand on le dit comme ça, mais ça fait sur les 2,9% du produit national brut américain de croissance, 0,8% de croissance juste due au soja. Eh oui, donc c'est quand même pas, c'est pas négligeable effectivement. Et là, on est sur des effets effectivement ponctuels pour cette croissance américaine qui ressort néanmoins à son plus fort rythme depuis 2 ans. Il y a plein d'autres indicateurs qui sont publiés à l'occasion de la publication du PIB, Grégory, des indicateurs d'inflation, de progression des salaires. Est-ce qu'on reparle justement d'inflation là? Est-ce que l'histoire de l'inflation est en train de se solidifier aux États-Unis? C'est-à-dire que tous les indicateurs qui parlent d'inflation vont dans le même sens, une très faible hausse. Et ça, c'est évidemment ce qu'attend aussi la Fed pour bouger. Donc, par exemple, les salaires, on attendait une hausse de 2,1, on a 2,2%. Les prix, on attendait 1,5, on a 1,6%. Donc, oui, on peut dire qu'il y a une hausse des prix générale. Appeler ça de l'inflation, c'est toujours très difficile à dire. N'oubliez pas, par exemple, que des éléments ponctuels, eux aussi, sont intervenus pendant le trimestre, comme par exemple le prix ou des matières premières et surtout du pétrole qui a fortement rebondi.
Mais là aussi, ça va dans le sens, je pense, et les marchés en tout cas le pensent, même plus que moi, d'une hausse des taux par la Fed au mois de décembre. Bon, et on voit d'ailleurs que ce chiffre et ces chiffres d'activité au troisième trimestre aux États-Unis sont pris sans surprise par les marchés. Il n'y a pas de mouvement particulier sur les taux américains qui sont quand même bien remontés encore cette semaine puisqu'on est à 1,85% pour le 10 ans américain cet après-midi. Et puis sur le dollar index, le dollar face à un ensemble de devises, pas de gros mouvement à signaler. L'euro-dollar, lui, toujours au-delà de 1,09, $1,0925 pour 1 euro. L'actualité des entreprises, Grégory, à présent, avec évidemment encore des résultats. Un mot et peut-être les commentaires qui sont encore faits sur les publications d'Amazon et de Google hier soir. Déception visiblement chez Amazon avec un titre qui baisse de 5% cet après-midi. Oui, je dirais c'est même extrêmement intéressant de les mettre en parallèle. Et je dirais, s'il y a déception sur Amazon, c'est une fois de plus parce que Amazon investit lourdement dans ses capacités de distribution. Ils ont ouvert, je crois, 18 centres de distribution à l'étranger sur le trimestre. Et ces investissements en capacité, ils les avaient pas fait depuis plusieurs trimestres. Donc là, évidemment, ça détériore les marges. Les marges qui étaient arrivées à plus de 4% sur le dernier trimestre arrivent juste au-dessus de 1%. Moi, je dirais une compagnie qui investit dans l'avenir tout en montrant une superbe croissance de ses ventes, le fameux top line où il y a une croissance de 23% annuelle, ça ne m'inquiète pas du tout et je pense que les investisseurs, une fois de plus, ils surréagissent un peu à ces chiffres et d'ici de nouveau 2-3 semaines, on parlera de Amazon comme le leader pendant la saison de Noël, la saison des fêtes et le titre retrouvera de l'allure. Google, c'est exactement le contraire, les résultats sont mieux que prévu, la croissance reste encore très très forte, mais je dirais jusqu'à quand cette croissance qui est due principalement ou pratiquement uniquement à la publicité, jusqu'à quand cette croissance peut avoir ce chiffre de plus de 20%. Donc je dirais d'une certaine façon, je mettrais plus en cause la pérennité du modèle basé sur la publicité de Google. Je ne veux pas aller très très loin, je crois totalement en Google, mais je dirais il y a peut-être plus de risques qu'il y ait un ralentissement dans le futur de cette croissance de la publicité, parce qu'il y a quand même une limite au budget publicitaire, et puis parce que aussi, disons maintenant, le mobile a été extrêmement bien pénétré par Google, puisque 95% maintenant de ses recettes publicitaires viennent du mobile. Par contre, à Amazon, la consommation va continuer à vraiment augmenter à ce rythme effréné, et puis surtout Amazon, et il l'a dit hier, le CEO, il a dit, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de satisfaire nos clients, on fait tout pour satisfaire le client et les investisseurs, ils viennent après. Et ça, c'est assez vrai. En fait, je pense que comme client d'Amazon, si vous recevez votre paquet en 2 heures, vous êtes très très content, même si ça coûtait un peu plus cher à la compagnie. Et c'est un modèle peut-être qui est moins habituel dans le capitalisme actuel, mais en tout cas pour Amazon, c'est un modèle qui lui permet de construire une position qui semble alors maintenant totalement imprenable. Bon. Et le titre Amazon, donc on le répète, a un petit peu sous pression, mais voilà, on va dire que c'est du court-termisme de la part de certains investisseurs, selon vous, Grégory. Moins 5% pour Amazon et Google qui se tient bien, Alphabet, côté désormais sous ce nom-là, qui progresse de 1%. On peut parler du secteur pétrolier, on a les résultats d'Exxon, de Chevron, et puis alors... Élément d'information intéressant, on a des discussions entre General Electric, le conglomérat, et Baker Hughes, leader des services pétroliers. Grégory, de quoi discute-t-il? Est-ce qu'on en sait un petit peu plus? Et je rappelle juste que Baker Hughes, à un moment, envisageait de se marier avec Halliburton et que finalement l'opération ne s'était pas faite. Oui, et elle s'était pas faite pour des raisons réglementaires. Ça avait été refusé par beaucoup de pays et on voyait le département de la justice aux États-Unis s'y opposer. Donc, qu'est-ce que General Electric cherche? General Electric, vous savez qu'ils se sont beaucoup séparés de leurs activités financières, ce que tout le monde demandait. Sauf qu'ils ont en même temps augmenté leur exposition aux matières premières, à l'exploration de pétrole, et c'était arrivé évidemment à un moment où les cours du pétrole ont été divisés par 2 ou par 3. Qu'est-ce que GE a besoin? Ils ont besoin en fait d'une taille critique dans ce secteur d'activité. Actuellement, ils arrivent dans ce secteur d'activité donc de l'exploration et du service pétrolier qu'en 11e position mondiale. Donc pour un General Electric, être 11e
dans le secteur dans lequel ils sont actifs, c'est pas vraiment l'habitude, et ils cherchent tout simplement à consolider ce poste, à l'augmenter, et Baker Hughes pourrait être un partenaire idéal. Alors on parle en ce moment peut-être plus d'une alliance. Mais qu'est-ce que c'est une alliance entre un géant tel que General Electric et un des principaux acteurs au monde dans les services pétroliers tels que Baker Hughes? Je dis pas qu'il va y avoir une fusion, mais c'est pas forcément impossible. Ça sera peut-être beaucoup plus même dans l'intérêt de General Electric que dans celui des actionnaires de Baker Hughes. Donc c'est une histoire qui est en train de se développer. Il faut savoir en fait aussi que c'est quand même relativement intelligent en ce moment d'acheter des services pétroliers, parce que même si les actions ont beaucoup rebondi, elles ont encore des niveaux de valorisation évidemment qui sont extrêmement bas, alors que l'activité est en train de reprendre à l'international et surtout aux États-Unis. Ouais, et puis quand même dans la thématique fusion-acquisition, on aura eu des annonces ou en tout cas des discussions pour des deals importants en série ces derniers jours. Je rappelle British American Tobacco, Reynolds, AT&T, Time Warner, bien sûr. Donc on est sur des deals de plus de 50 milliards ou au moins 50 milliards à chaque fois. Et puis autre discussion avancée entre deux groupes qui sont méconnus du grand public, mais là aussi on est sur un deal autour de 50 milliards de dollars potentiels. Des discussions entre deux groupes de services, de fournisseurs de services au groupe télécom, Grégory. Oui, c'est des deux groupes, vous dites, qui ne sont pas très connus, c'est vrai. L'un, c'est Level 3, l'autre, c'est Century Telecom. Il faut se souvenir que Level 3 Communication avait racheté une compagnie qui était un des phénomènes, je dirais, de la bulle Internet, c'était Global Crossing. Ce qui fait tout simplement que Level 3 est au monde une des compagnies qui a le plus de fibres optiques qu'il distribue, surtout aux entreprises. Ils n'ont pas vraiment des clientèles particulières, mais c'est des clientèles d'entreprises. De nouveau, là aussi, c'est la taille critique qui serait intéressante pour ces deux compagnies, alors que Century Telecom est beaucoup plus une approche du client individuel. On parle de deux compagnies pas connues, on les additionne, on arrive quand même à pratiquement 35 milliards de dollars de capitalisation. Comme vous dites, cette semaine, si tous ces deals se faisaient, et c'est pas du tout sûr qu'ils vont se faire, mais s'ils se faisaient tous, on arriverait pratiquement à 250 milliards de dollars de fusion en 5 jours aux États-Unis. C'est quand même pas mal. Effectivement, ça fait un petit montant quand même. Merci beaucoup Grégory. Bonne fin de séance à vous. Bon début de séance déjà parce que ça commence juste pour vous à New York. Bonne journée et bon week-end. Grégory Volokin, le président de Mescard Financial Services. On va se reconnecter justement à ces marchés qui digèrent à la fois les chiffres de croissance aux États-Unis et encore une série. On poursuit avec cette méga fusion dans les semi-conducteurs, c'est désormais officiel. L'américain Qualcomm rachète son concurrent néerlandais NXP et il va casser la tirelire puisque le montant de l'opération est de 47 milliards de dollars. Deux groupes à la complémentarité parfaite, c'est ce que nous disait tout à l'heure Grégory Volokin, le président de Mescard Financial Services à New York. Je vous dirais, ça fait du bien d'entendre une fois un deal qui a une vraie logique industrielle et pas seulement une logique de baisser les coûts et de faire des synergies qu'on ne voit pas forcément venir. Alors c'est quoi la logique industrielle? C'est simple. Qualcomm, c'est le principal fournisseur de semi-conducteurs pour l'industrie du téléphone, qui est une industrie dont la croissance est peut-être un tout petit peu ralentie ou un peu derrière nous. Par contre, NXP Technologies, c'est quoi? C'est le principal fournisseur de semi-conducteurs dans l'industrie automobile, dans lequel, de plus en plus, le semi-conducteur est non seulement demandé, mais a une croissance exponentielle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Là, c'est une vraie diversification de Qualcomm qui veut avoir à la fois son pain quotidien, qui est le téléphone, et puis qui veut une industrie de croissance, qui est l'implémentation de la technologie dans les voitures. Et je pense que c'est un deal qui est vraiment intéressant et qui est bien salué par les investisseurs. Vous regardez le titre de Qualcomm, normalement les compagnies acquisitrices baissent, alors que là, au contraire, les investisseurs l'achètent ce matin en saluant le deal. Voilà Grégory Volokin, le président de Mescard Financial Services à New York. Et on reste dans le monde de la voiture avec General Motors qui a annoncé qu'il allait intégrer le jour. On poursuit avec cette méga fusion dans les semi-conducteurs, c'est désormais officiel. L'américain Qualcomm rachète son concurrent néerlandais NXP et il va casser la tirelire puisque le montant de l'opération est de 47 milliards de dollars. Deux groupes à la complémentarité parfaite, c'est ce que nous disait tout à l'heure Grégory Volokin, le président de Mescard Financial Services à New York.
Je vous dirais, ça fait du bien d'entendre une fois un deal qui a une vraie logique industrielle et pas seulement une logique de baisser les coûts et de faire des synergies qu'on ne voit pas forcément venir. Alors c'est quoi la logique industrielle? C'est simple. Qualcomm, c'est le principal fournisseur de semi-conducteurs pour l'industrie du téléphone, qui est une industrie dont la croissance est peut-être un tout petit peu ralentie ou un peu derrière nous. Par contre, NXP Technologies, c'est quoi? C'est le principal fournisseur de semi-conducteurs dans l'industrie automobile, dans lequel, de plus en plus, le semi-conducteur est non seulement demandé, mais a une croissance exponentielle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Là, c'est une vraie diversification de Qualcomm, qui veut avoir à la fois son pain quotidien, qui est le téléphone, et puis qui veut une industrie de croissance, qui est l'implémentation de la technologie dans les voitures. Et je pense que c'est un deal qui est vraiment intéressant et qui est bien salué par les investisseurs. Vous regardez le titre de Qualcomm, normalement les compagnies acquisitrices baissent, alors que là, au contraire, les investisseurs l'achètent ce matin en saluant le deal. Voilà Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services. Et on reste dans le monde de la voiture avec